Financia Live, l'émission qui secoue les investissements. Une émission proposée par Financia Business School, présentée par Alfonso Lopez de Castro et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Financia Live en compagnie bien sûr d'Alfonso Lopez de Castro. Bonjour Alfonso. Bonjour. Exceptionnellement, il est resté chez lui ou dans son bureau, mais c'est pas grave, ce sera une émission presque 100% à distance puisqu'Alfonso, je vous laisse présenter notre invité exceptionnel ce mois-ci. Exactement, et donc nous sommes vraiment ravis d'avoir Frédéric Chenet, donc le président de CBI, donc Crypto Blockchain et Innovation, et qui lui-même aussi est à distance. C'est un peu plus loin que nous. Moi, je suis dans mon bureau parisien, mais Frédéric était actuellement à Dubaï, et c'est un des succès à la Bourse de Paris, une introduction avec un parcours incroyable, et on va pouvoir en parler. Alors, bonsoir Frédéric. Oui, chez vous, il est 20h10. Vous nous avez dit, effectivement, conseil d'administration, en tout cas avec le board, dans pas très longtemps. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous et sur cette formidable expérience. Racontez-nous comment a démarré justement Crypto Blockchain Industry. Écoutez, ça a démarré assez simplement. Donc, si on regarde mon parcours, en 2013, j'ai racheté Atari. Je suis revenu pour redresser la société. À l'époque, c'était une situation assez compliquée puisqu'il y avait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 30 millions d'euros de dette. Donc, 8 ans après, on a commencé, ou pour continuer le développement de l'Atari, j'ai commencé à m'intéresser, à investir énormément dans les blockchains. Et puis en avril 2021, j'ai choisi de quitter Atari dans la mesure où le conseil d'administration avait une autre vision de ce que pouvait être la blockchain. Et donc j'ai décidé de créer Crypto Blockchain Industry. Je vais revenir sur les activités de cette société et j'ai réussi à procéder à une introduction en bourse de cette société en octobre 2021, permettant ainsi aux particuliers, aux investisseurs de participer à l'aventure. Donc là, on est sur une société, donc Crypto Blockchain Industry, ou CBI en résumé, où on a 3 activités. La première étant un métaverse. Donc les métaverses, j'ai fait pas mal de jeux en ligne en ce qui me concerne. Donc là, ce sera le 4e jeu en ligne et un des premiers sur la blockchain. La deuxième activité qu'on a, c'est de prendre des activités existantes, notamment dans les transports ou dans d'autres domaines d'activité, et d'essayer de les transformer en leur appliquant des technologies blockchain, notamment dans tout ce qui est la logistique. Et la troisième activité, c'est de démarrer de nouvelles activités purement blockchain, notamment tout ce qui est la finance sur la blockchain. Oui, alors on entend blockchain, crypto, NFT, et effectivement, on a l'impression, et métaverse, on a l'impression que vous cochez toutes les bonnes cases en ce moment. Hein. C'est vrai que d'une sorte d'ébullition, en tout cas dans la Silicon Valley, il y a beaucoup d'argent qui s'investit, on le sait, sur ces technologies. Vous, comment vous aviez senti ça ? Vous nous avez dit, donc vous étiez très intéressé par le jeu, sur Atari. Comment s'est fait cette bascule ? Comment vous avez basculé justement dans ces cryptos ? En fait, comme tout le monde, je crois que j'ai démarré en ce qui me concerne plutôt fin 2016, début 2017. Donc j'aurais souhaité démarrer plus tôt. Je crois que c'est ce que se dit aujourd'hui tout intervenant dans le secteur. Ce qu'il faut voir, si vous voulez, avec la blockchain, c'est que ça ouvre de nouvelles opportunités, notamment dans le domaine des jeux, dans le domaine, et pas uniquement, mais aussi dans le domaine de la finance. Je peux aussi vous parler du domaine de l'assurance. On a en fait, pour la première fois, la possibilité d'avoir des opérations, des transactions qui se font directement de particulier à particulier. Si vous prenez un jeu aujourd'hui, par exemple sur Apple, ou une transaction, une application sur Apple ou sur Google, vous n'allez, même si tout ce que vous faites dans l'application reste limité à cette application. Je crée un jeu, je joue à un jeu, je crée un objet. Ce jeu, cet objet, je ne peux l'utiliser que dans cette application. Si j'achète des jetons à utiliser, je ne peux les utiliser que dans cette application. Ça, c'est le domaine des jeux, des applications traditionnelles. À partir du moment où vous êtes sur la blockchain, je crée un objet dans un jeu, je peux le revendre non seulement aux joueurs de ce jeu, mais aussi à d'autres joueurs. J'achète des jetons pour jouer dans un jeu sur la blockchain. Je peux non seulement revendre ces jetons à d'autres joueurs, mais je peux aussi les revendre sur d'autres applications, sur d'autres jeux. Donc, si vous voulez, les possibilités de valorisation de ce que vous faites et la création, la valorisation de toute votre activité, elle est multipliée. Et c'est ça qui fait l'intérêt, si vous voulez, de la blockchain.
en ce qui concerne la création des jeux et la valorisation. Après, il y a un deuxième élément qui est que tout ce que vous faites sur la blockchain peut être absolument certain de l'origine à la fois des jetons que vous achetez et de tout ce que vous faites sur la blockchain. Tout cela, c'est parfaitement sécurisé. Alors, on voit effectivement qu'il y a de nombreuses applications, vous l'avez dit, des nouvelles façons de jouer, des façons également de jouer pour de l'argent. C'est vrai, on l'a vu avec la plateforme qui est sur la blockchain Sorare de Fantasy Football, quelque part, qui a fait une levée record il y a quelques mois. Et on a l'impression que c'est un monde qui j'allais dire qui commence, non, qui est déjà Est-ce qu'on a une idée, Frédéric, justement, des volumes de transactions, ce que ça peut représenter, une étude de marché ou des projections ? Alors, je pense qu'il y a des études de marché, il y en a un peu trop et un peu dans tous les sens. Je crois que le plus important, c'est de bien comprendre que c'est pas uniquement lié au jeu. C'est vrai que le jeu est une application assez immédiate et assez phénoménale en ce qui concerne la blockchain, mais vous avez ensuite des domaines comme la finance, où, pour faire simple, moi en tant qu'investisseur, je comprends toujours pas pourquoi il faut 3 jours pour transférer des actions d'un compte à un autre. Sachant que les 3 jours, ça correspond si j'ai bien retenu mes cours d'histoire, à l'époque, les 3 jours correspondaient au délai de livraison en courrier de première classe aux États-Unis, permettant d'envoyer des actions d'un point A à un point B. Le fameux règlement livraison, qui n'a pas beaucoup changé. Mais les 3 jours, ça vient de ça. C'est les 3 jours de délai d'acheminement d'un courrier de première classe aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Donc, si vous voulez, par rapport à ça, on a, avec la blockchain, parce que les gens pensent crypto, entendent ou interprètent spéculation, Bitcoin, mais oublient que les cryptos, en fait, ne sont qu'un accessoire à une technologie qui est la technologie de la blockchain. Et cette technologie est en train de révolutionner non seulement les jeux, la finance demain, l'assurance, les logistiques. Regardez, vous avez même des sociétés de luxe qui aujourd'hui se font un point d'honneur à pouvoir, tracer sur la blockchain la provenance et la circulation de leurs objets de luxe et de grande qualité. Donc, on est véritablement face à une révolution technologique qui est là aujourd'hui et qui est là pour rester, premièrement. Et deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi c'est une révolution, c'est que cette technologie, pour fonctionner, ne peut pas utiliser de la monnaie traditionnelle. Elle ne peut pas utiliser le dollar, l'euro, puisqu'en fait, ça voudrait dire que des tiers peuvent intercepter ou se mettre entre deux intervenants dans une transaction. C'est pour ça qu'on a ces fameuses crypto-devises, qui sont des devises qui s'échangent automatiquement entre la partie A et la partie B. Donc c'est ça la révolution. Et je pense qu'on est aujourd'hui qu'au démarrage d'une application large de la blockchain dans les secteurs que je viens de citer. Et au fur et à mesure, on va avoir une sophistication de la technologie et donc une explosion des cas d'utilisation de cette blockchain. Réaction d'Alfonso, là, ce qu'on vient d'entendre. Alfonso, vous qui êtes un expert aussi, vous êtes au cœur de cette blockchain qui est expliquée, on le disait, par Financial Business School. Je crois qu'il y a même des modules maintenant qui sont développés. Ouais, oui, tout à fait. Chez Financier, on a commencé les cours en 2017. Donc voilà, on aurait aimé aussi les commencer un peu avant. Puis on a été la première école à accepter le paiement en Bitcoin. Donc on a été assez novateur et on se développe beaucoup sur la métaverse. Moi j'avais une question un peu plus personnelle pour Frédéric, parce que aujourd'hui vous travaillez sur un secteur très très innovant. Dans lequel on est souvent, tout n'est pas encore déterminé, en tout cas concernant la métaverse. Comment vous avez réussi à évoluer avec autant d'innovation ? Quelle a été si on revient loin en arrière, quelle a été votre formation ? Est-ce que vous avez fait des études ? Qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir évoluer constamment de cette manière ? Alors moi, j'ai pas du tout des études ou un parcours informatique, par exemple. Je suis plutôt investisseur. J'ai fait finance, droit. J'étais avocat, banquier d'affaires, et même expert comptable. Donc j'ai un peu tous les défauts du monde. Je pense que, si vous voulez, on est aujourd'hui face à des périodes de vie et des phases d'accélération très importantes s'agissant de la technologie. Si vous placez il y a peut-être 50 ans, on avançait d'un tout petit secteur ou d'une toute petite distance en 20 ans. Là, aujourd'hui, en 20 ans, on avance d'une distance qui est beaucoup plus grande et
si on se place dans 20 ans, on va encore, toujours avec cette même période de référence de 20 ans, progresser encore plus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a 50 ans, on pouvait espérer garder la même activité, la même fonction, le même travail pendant toute sa carrière professionnelle, et il y a plein de gens qui l'ont fait, on voit bien aujourd'hui que dans une vie professionnelle, désormais, compte tenu des évolutions de technologie, regardez, on est les premiers à créer les pagers, et aujourd'hui, plus personne ne parle des pagers. On a créé les fax, plus personne ne parle des fax aujourd'hui. Donc, en fait, on est face à une accélération de ces innovations, et donc ça veut dire que la société progresse beaucoup plus vite, et donc ça veut dire que n'importe qui, aujourd'hui, va devoir changer, non pas une fois, 2 fois, mais peut-être 5, 6 fois d'orientation professionnelle au cours de sa carrière. Et ça va continuer à s'accélérer. C'est pour ça que la formation est si importante. Donc, si vous voulez, moi, je suis parti de ce constat, et c'est pour ça que toujours, au fur et à mesure, j'ai toujours essayé de me projeter en disant, OK, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer à horizon 3 ans, 5 ans? Et c'est ça qui m'a permis, si vous voulez, à chaque fois d'évoluer, de dire, sans prendre de risques, je dirais, ou sans faire de grands écarts personnels ou professionnels. C'est-à-dire qu'il faut toujours quand même rester sur ce qu'on fait naturellement. Oui. Mais ce qui m'a permis, en fait, d'ajouter au fur et à mesure telle chose. J'étais initialement financier, mais je voyais bien que les avocats prenaient une part de plus importante. Donc, je suis retourné à l'école, j'ai complété le droit, je suis devenu avocat. Puis après, je me suis aperçu que, en étant avocat et financier, être banquier d'affaires, ça permettait d'être une nouvelle évolution. Et après, j'ai réalisé, si vous voulez, que j'étais plus intéressé, plus à l'aise dans l'investissement que dans le conseil. C'est pour ça qu'ensuite j'ai commencé dans les jeux vidéo. C'est pas mal, vous êtes relativement modeste parce que Frédéric, c'est vrai que sans prendre de risques, dès qu'on devient investisseur, on en prend quand même un petit peu plus, même sur évidemment ses deniers personnels. Et puis quand on reprend Atari, même si la marque était belle et aujourd'hui beaucoup ça résonne, c'était pas non plus évident. C'est ce pari là de revenir comme ça sur cette société, et même aujourd'hui votre expérience d'aujourd'hui, se lancer dans les cryptos. C'est une prise de risque mesurée, c'est ça dans votre parcours? Non, je pense qu'il faut pas je le mesure pas véritablement en termes de risque, je le mesure plus en opportunité. C'est-à-dire, est-ce que ça peut être intéressant de le faire? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Est-ce que c'est rentable, mais non pas dans le sens, est-ce que ça va me rapporter de l'argent, mais est-ce que l'économie en tant que telle, est-ce que l'équation économique est positive? Parce que sinon, si c'est pour aller dépenser de l'argent, comment dirais-je, seul l'État peut le faire, ça, dépenser de l'argent sans avoir un retour économique immédiat. Nous, en tant qu'acteurs économiques privés, on ne peut pas, en fait, ou alors c'est de l'argent qu'on donne à des fondations, ce qui est une chose que je fais aussi. Mais on ne peut pas, en tant qu'acteur économique privé, se dire, OK, on va dépenser de l'argent et on se fiche royalement du retour et de savoir si l'équation économique est positive ou négative. C'est pas possible. Surtout, en plus, quand vous êtes une société cotée, puisque, par définition, je suis responsable, non seulement, c'est pas ma société, c'est la société de tous les actionnaires. Bien sûr. Donc, je suis, par définition, responsable non seulement de mon investissement en tant qu'actionnaire, mais aussi de l'investissement qui a été fait par tous les autres actionnaires, qu'ils soient tout petits ou grands. C'est la situation de départ, c'est le point de base, on va dire. J'avais une petite question concernant le choix de Dubaï. On explique, on entend de plus en plus que la blockchain se développe énormément sur cette région. Est-ce que pour vous, ça a été votre choix de travailler à Dubaï parce qu'il y a un écosystème très favorable? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'écosystème de Dubaï, sur la blockchain? Alors, donc moi, j'ai quitté la France en 2004, donc j'étais aux États-Unis jusqu'en 2021, fin 2021. J'ai souhaité effectivement me relocaliser ici parce qu'on a en fait aujourd'hui un poids, ou je dirais un point d'équilibre qui est quand même très asiatique dans les blockchains. L'Asie a pris une énorme... Alors, on va retrouver Frédéric dans quelques instants. C'est bon. Frédéric, reprenez à partir du moment où vous me disiez là, le poids de l'Asie. Alors l'Asie donc a un poids quand même prédominant aujourd'hui dans le secteur de la blockchain. Il y a énormément d'avancées. Regardez, Binance, c'est une société asiatique. Donc on a, à mon avis aujourd'hui, l'Amérique du Sud qui est un peu à la traîne. Les États-Unis qui, d'un côté, investissent énormément en technologie, mais de l'autre sont, je dirais, non pas empêtrés, mais sont un petit peu freinés. En tout cas, se posent des questions sur la partie réglementaire. Donc ce qui les amène en fait à,
je dirais, décaler certains projets, certaines innovations, à juste titre, hein, c'est pas à moi de juger, c'est juste un fait. Et si vous voulez, en ce sens, Dubaï qui a une volonté aujourd'hui d'être un petit peu le pôle central entre l'Europe et l'Asie, ça paraît en tout cas, il y a une vraie communauté, il y a surtout beaucoup de talent, puisqu'à la fin du de toute façon, c'est une question d'hommes. Même si le Covid, aujourd'hui, nous a permis, si vous voulez, de travailler de façon de plus en plus distante, avec ce qu'on appelle des phases en présentiel, des phases virtuelles ou non présentielles, c'est quand même très important, à un moment ou à un autre, de se mettre tous autour de la table, d'une vraie table physique, de façon à échanger, surtout quand on parle d'innovation. Et en ce sens, il y a énormément de talent ici, d'un côté technologique, en marketing, en ce qu'on appelle le management des communautés, les parties ventes. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont de l'influence et qu'on appelle une présence sur les réseaux sociaux, qui sont ici. Donc, si vous voulez, c'est un bon équilibre. Et ça permet surtout tout le monde vient aujourd'hui ou s'arrête à un moment donné par Dubaï. Donc, c'est un petit peu un effet boule de neige. Donc après les États-Unis, ça m'a paru une phase importante, mais en revanche, donc à partir je pense que dans 12-18 mois, on aura fini de monter les opérations ici, et moi je serai de retour en France. Retour en France, donc prévu pour Frédéric Chenet. Tant mieux, on sera ravis Frédéric, de vous retrouver en chair en os, en tout cas dans notre studio parisien, et de poursuivre cette aventure crypto blockchain industrie dont vous avez démarré et qui vaut déjà plus de 400 millions, je crois, en bourse. C'est bien ça ? Oui, je crois. 500, je crois. 500. C'est pas mal. Ça change toutes les minutes. Évidemment. Alfonso, je vous laisse le mot de la fin. Mais écoutez, on a été ravis. On va pas retarder Frédéric plus parce qu'on s'est engagé à qu'il tienne son conseil d'administration. Et en tout cas, moi, je tenais à le remercier. Je sais que son emploi du temps est chargé, et d'avoir reçu en tout cas une jeune entreprise, une jeune introduction et une future pépite, une future licorne, même si effectivement les valorisations changent beaucoup. On a déjà à l'introduction quasiment dépassé le milliard. On est revenu un petit peu en arrière, mais ce qui me paraît normal. Et j'espère qu'on sera heureux d'ici quelques mois, peut-être l'année prochaine, de faire un suivi de la technologie et de l'entreprise, et de savoir où on en est. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Puis merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Merci Frédéric Chenet, le patron de CBI, donc Crypto Blockchain Industrie, avec nous sur Financia Live. Merci Alfonso Lopez de Castro, le directeur de la Financia Business School. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Financia Live. À très bientôt. Financia Live, une émission proposée par Financia Business School, à retrouver sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.